Merci Madame. Merci professeur Voilà, Descartes. ok. Voilà. Donc, j'ai aussi l'honneur de venir partager mon expérience et qui s'est faite au fil des années auprès du professeur Descartes aussi, lorsque celle-ci était encore avec nous au service de pédiatrie et que maintenant elle a l'honneur de diriger le service de pédiatrie de l'EPH Bolloré-Minozeri. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais vous exposer effectivement deux cas cliniques qui vont illustrer la problématique de la prise en charge nutritionnelle des enfants dans le cadre des pathologies gastro-entérologiques et dans le cadre de la cancérologie. Voilà. Donc, excusez-moi, je partage avec vous l'écran. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc nous allons débuter par les pathologies en gastro-entérologie et prendre l'exemple de la maladie de Crohn. Comme vous n'ignorez pas, la maladie de Crohn concerne 25% de la population pédiatrique et son incidence est en nette augmentation, malgré le fait que l'épidémiologie exacte et précise soit difficile à estimer actuellement en raison du caractère insidieux de cette pathologie, du retard fréquent mis au diagnostic et des présentations nombreuses de cette pathologie. Mais la maladie de Crohn a chez les enfants quelques spécificités. Les symptômes sont propres à l'enfant. Plus de la moitié des enfants sont dénutris déjà au diagnostic et les répercussions thérapeutiques sont majeures. Quant au choix notamment du traitement indiqué, et l'on sait actuellement que la nutrition entérale exclusive est un traitement efficace, comme je vais m'attacher à vous le démontrer tout au long de cette présentation. Donc, Fouette, qui a 9 ans, consulte aux urgences pédiatriques pour des épisodes fluctuants de douleur abdominale au plan 3, avec des selles glérosanglantes qui évoluent depuis 6 mois. Et on note que depuis quelques mois, celui-ci se plaint aussi d'une asthénie et d'une perte d'appétit. Il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers. Et lorsqu'on l'a examiné, on s'est attaché tout d'abord à faire une analyse des données anthropométriques. Nous avons retrouvé que son poids était de 29 kg pour son âge, donc sur le 41e percentile, avec une taille de 136 cm sur le 60e percentile et un BMI de 15 kg par mètre carré, donc qui était supérieur au 3e percentile. Donc on va reprendre avec Fouette, qui a 9 ans, et qui consulte aux urgences de pédiatrie. Alors, c'est un malade qui a été hospitalisé durant cet automne. Il consultait aux urgences pédiatriques pour des épisodes fluctuants de douleur abdominale au flanc droit, avec des selles glérosanglantes qui évoluaient depuis 6 mois, et une asthénie, ainsi qu'une perte d'appétit qui évoluait, eux, depuis plusieurs mois. Il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers, et lorsque nous l'avons reçu, nous avons noté que son poids était de 29 kg. Est-ce que vous voyez le curseur à l'écran, voilà, qui montre les... Vous voyez ici son poids, de 29 kg, donc sur le 41e percentile, ainsi que sa taille, qui était de 136 cm, donc le 67e percentile des courbes de l'OMS, et un BMI qui était correct, de 15 kg par mètre carré, ainsi qu'un indice de Waterloo qui était estimé à 93%. Il n'avait pas de signe de déshydratation, son ADN était souple et dépressif, mais douloureux au flanc droit. L'examen de la marge anale était sans anomalie, on ne notait pas d'aphthose buccale, et il avait un stade pubertaire évalué, donc stade 1 de Thaler. Quelques examens paracliniques ont été réalisés, notamment une numération de formule sanguine, que vous voyez à l'écran, une vitesse de sédimentation qui est revenue accélérée, ainsi qu'une CRP qui est revenue élevée, une albuminémie qui était basse, et les ASCA étaient positifs. Nous avons aussi réalisé une entéro-TDM qui a montré un épaississement pariétal continu étendu à l'ensemble des ancillaires distales, circonférentielles, réguliers, non sténosants, qui avaient 6,5 mm d'épaisseur avec une importante prise de contraste au temps artériel et concluait donc à une iléite diffuse en poussée aiguë. De même que nous avons retrouvé des lésions d'iléite sévères qui évoquaient une maladie de Crohn, aux différents examens endoscopiques réalisés, l'iléoscopie notamment, dont vous voyez ici les images, mais aussi une fibroscopie œsogastro-duodénale qui a retrouvé une bulbite, et les biopsies réalisées à ce moment-là ont retrouvé un aspect d'iléite ulcéré non spécifique. Nous avons donc conclu à une maladie de Crohn. Donc à ce stade se posait la question de l'estimation de l'état nutritionnel de ce patient.
Et donc, la question se pose de savoir comment estimer cet état nutritionnel. Est-ce que cet enfant est présente un état nutritionnel satisfaisant? Est-ce qu'il présente une dénutrition aiguë, une dénutrition chronique ou un état de nutrition, encore une fois, ou encore plus, un état nutritionnel impossible à caractériser? Donc, quels indicateurs allons-nous choisir pour évaluer son état nutritionnel? Historiquement, certes, nous utilisions l'indice de Waterloo qui permettait de définir la dénutrition. Et voici comment le calculer, tout simplement. En fait, il s'agit du rapport réalisé entre le poids attendu, le poids actuel de l'enfant sur le poids attendu d'un enfant de même taille, donc de 136 cm. Et lorsqu'on le calculait pour Foued, on voyait bien que l'indice de Waterloo était de 93%, donc celui-ci était supérieur à 89%. Cet enfant, normalement, ne présente pas de dénutrition. Depuis 2012 exactement, et la Société française, le comité de nutrition de la Société française recommande plutôt d'utiliser le BMI afin de déterminer si un enfant est dénutri ou non. Donc, si le BMI est inférieur au 3e percentile, effectivement, on peut dire que l'on est en face d'une situation de dénutrition. Et ces recommandations ont été affirmées en novembre 2019 par l'apparition aussi d'un nouveau papier de la Haute Autorité de Santé française qui permettait de voir quels étaient les critères de diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte, donc le BMI. Mais ces deux indices chez Foued étaient normaux. Donc la question se pose, est-ce que cet enfant est réellement dénutri ou non? Nous avons donc ici une aide précieuse qui consiste en l'analyse de la courbe de croissance staturo-pondérale. Et l'on voit très bien que Foued, effectivement, a présenté une cassure non seulement de la courbe de croissance pondérale, avec au moins une perte d'un couloir, ainsi qu'une cassure ou un ralentissement de la croissance staturale qui va se manifester ici, là aussi par la perte d'un couloir. Et l'on distingue bien que la cassure de croissance pondérale a précédé la cassure de la croissance staturale. Ce qui signifie donc une chose, c'est que cet enfant présente non seulement une dénutrition chronique, mais et étant donné que la cassure de la croissance pondérale a précédé la cassure de la croissance staturale, on est en droit effectivement de penser à une pathologie digestive à l'origine de cette altération de la croissance staturo-pondérale. Donc, nous sommes devant un enfant qui présente une maladie de Crohn et une dénutrition chronique. Quelle prise en charge thérapeutique allons-nous proposer? Est-ce que l'on va proposer une prise de compléments nutritionnels oraux, prescrire une alimentation orale à densité calorique élevée, pauvre en fibres et en lactose, et on reviendra là-dessus? Est-ce qu'on va prescrire une nutrition parentérale d'emblée? Est-ce qu'on va arrêter l'alimentation orale et prescrire une nutrition entérale exclusive? Ou est-ce qu'on va prescrire un traitement corticoïde? Alors, tout d'abord, avant même d'envisager la prise en charge nutritionnelle, il faut se poser une question primordiale. Quels sont les objectifs de cette prise en charge? Dans le cadre de la maladie de Crohn, il s'agit de contrôler les poussées de la maladie avec une cicatrisation de la muqueuse digestive et de corriger évidemment le déficit énergétique pour assurer un rattrapage de la croissance staturo-pondérale et du développement pubertaire. Donc, il apparaît clair que la prescription d'un complément nutritionnel oral ainsi que la prescription d'une alimentation orale à densité calorique élevée, pauvre en fibres, ne sont pas adaptés. Ces derniers ne vont certainement pas contrôler les poussées de la maladie, ni même corriger le déficit énergétique qui est à l'origine d'une altération de la croissance staturo-pondérale. De même, qu'ils ne permettront pas une croissance pondérale de rattrapage en l'absence d'un traitement d'inflammation de la muqueuse digestive. Donc, une association dans ce cas-là avec un traitement corticoïde, certes, permettrait de traiter la poussée, mais va aggraver la freination de la croissance staturale, ce qui doit être absolument évité chez cet enfant qui est en pleine croissance, en pleine période de croissance. Donc,
il est évident que nous allons choisir plutôt d'arrêter l'alimentation orale pour permettre une cicatrisation muqueuse correcte et prescrire une nutrition entérale exclusive, évidemment. Qu'en est-il du choix entre nutrition entérale et ou corticoïdes? Alors, il y a depuis fort longtemps de nombreuses méta-analyses, de nombreuses analyses et essais cliniques qui sont parus régulièrement et qui montrent effectivement qu'il n'y a pas de différence entre ces deux modalités thérapeutiques. On le voit non seulement en termes d'induction de la rémission sur ce diagramme de plot, où il apparaît que corticostéroïdes et nutrition entérale exclusive ont à peu près la même efficacité. Alors, cette méta-analyse est la méta-analyse que je vous présente est la méta-analyse la plus récente qui soit parue sur le sujet et qui est la plus fouillée et qui fait actuellement office de référence. C'est pour ça que vous verrez souvent ces diagrammes de plot accompagner cette présentation. Qu'en est-il de l'efficacité comparée entre nutrition entérale exclusive et corticoïdes chez les patients qui sont nouvellement diagnostiqués? Il apparaît que la nutrition entérale serait légèrement plus à même de contrôler et d'induire une rémission, mais vous voyez que là, finalement, encore une fois, la différence est minime entre les deux modalités thérapeutiques. Tandis que chez les patients qui présentent des rechutes, effectivement, là aussi, on voit qu'il y a très peu de différence entre les deux modalités thérapeutiques. D'ailleurs, on le sait très bien, alors le but de la nutrition entérale est de permettre une épargne cortisonique. Et on voit bien qu'entre les deux modalités thérapeutiques, effectivement, il n'y a que peu de différence justement de ce point de vue-là, notamment lorsqu'on étudie le score PCDAIA qui permet d'évaluer l'activité de la maladie. En ce qui concerne les marqueurs inflammatoires et leur normalisation, donc la vitesse de sédimentation ainsi que la CRP, là aussi, on voit qu'il n'y a que peu de différence. Certes, les deux modalités sont efficaces, mais il y a peu de différence entre les deux lorsqu'on compare les taux de les valeurs de normalisation de la CRP et de l'APS. De même qu'il n'y a que peu de différence aussi en termes de résultats de survie. Là aussi, par contre, en ce qui concerne la croissance staturale, on voit nettement un avantage en faveur de la nutrition entérale exclusive qui permet au fil du temps d'avoir une correction, un rattrapage, un gain statural qui serait appréciable par rapport aux corticostéroïdes qui, effectivement, eux, vont entraîner et vont majorer la freination de la croissance staturale observée chez ces malades. On le voit très bien sur cette étude aussi, qui a été publiée en 2018 et qui montre que finalement, on avait une meilleure croissance staturale chez les patients chez qui on avait appliqué une nutrition entérale comparée à ceux qui étaient sous corticostéroïdes, avec un gain statural qui était de 0,8 cm sur quelques semaines chez ces patients-là qui étaient sous nutrition entérale exclusive, et ce, quel que soit le nutriment administré. Et ceci est dû certainement à une amélioration de la composition corporelle chez les enfants présentant une maladie de Crohn active lorsqu'ils sont sous nutrition entérale exclusive, comme le révèle aussi cette étude qui fait office de référence et je reviens un peu en arrière, où avait été étudiée la composition corporelle des enfants au fil du temps, avant nutrition entérale et au cours de la nutrition entérale, et où on voit, regardez le trait rouge, une amélioration notamment de la composition de l'âme en masse maigre. De même que lorsque on analyse les scores, donc le BMI, les Z-scores de BMI, on voit qu'il y a une nette amélioration entre le moment où est initiée la nutrition entérale et la fin de la nutrition entérale. Alors, donc, on voit bien effectivement qu'il y a quand même un certain avantage à la nutrition entérale. Certes, les deux modalités thérapeutiques, corticoïdes ou nutrition entérale, sont équivalents en termes de rémission, comme je vous le rappelais tout à l'heure, en termes aussi de délai avant rechute, mais les effets secondaires, les effets indésirables, plaident nettement en faveur de la nutrition entérale, qui agit au niveau de 3 sites.
de 3 mécanismes, notamment en réduisant le niveau d'inflammation, de production de cytokines pro-inflammatoires qui sont augmentées lorsque la maladie est active et réduites après application d'une nutrition entérale, qui va aussi corriger les anomalies de la barrière muqueuse et épithéliale et va corriger l'état de dysbiose qui est observé lorsque la maladie est active. Tout ça est justement illustré par un certain grand nombre de publications qui non seulement montrent qu'il y a, lorsqu'on initie une nutrition entérale après 6 semaines déjà, une diminution de la perméabilité intestinale, une diminution des taux de cytokines pro-inflammatoires, comme vous pouvez voir ici aussi, quelles que soient les cytokines qui sont étudiées. Et là aussi, on peut voir, là, vous voyez ici, les traits rouges représentent les périodes de nutrition entérale pour 4 malades différents. Et on voit il y a une nette diminution des espèces représentées dans les selles des patients, donc une nette diminution du microbiote fécal des patients pendant et après la nutrition entérale. Donc, en fait, une correction de l'état de dysbiose qui est observé chez ces malades lorsque la maladie de Crohn est active. Et d'ailleurs, ça a été illustré aussi plus récemment par un papier extrêmement intéressant qui avait réalisé une méta-analyse où donc les différentes études citées montraient effectivement pour la plupart qu'il y avait non seulement une diminution de l'abondance des espèces représentées dans les selles des patients, mais aussi de la diversité des espèces. Donc une correction de l'état de dysbiose. Pour ce qui est de la rémission ou de la cicatrisation muqueuse, là aussi, on note, regardez ici sur ces 2 différents diagrammes de plot, on voit qu'il y a un net avantage en faveur de la nutrition entérale. Donc l'arrêt de l'alimentation orale et la mise au repos du tube digestif, ainsi que la mise en place l'initiation d'une nutrition entérale, entraîne effectivement une rémission, une cicatrisation muqueuse qui est relativement importante. Donc, un net avantage par rapport aux corticoïdes. Donc, comme je vous le disais plus tôt, certes, ces 2 modalités thérapeutiques semblent être équivalentes en termes d'efficacité. Lorsqu'on considère l'induction de la rémission, les délais avant rémission, la durée de la rémission avant une nouvelle poussée, mais les effets secondaires, et notamment les effets secondaires sur la croissance staturale, plaide en faveur de la nutrition entérale exclusive qui est désormais recommandée en première intention chez les enfants. Mais il demeure une question. Quel type de solution de nutrition entérale allons-nous proposer? Est-ce qu'on va proposer un mélange polymérique administré par voie orale ou par voie nasogastrique? Ou est-ce qu'on va utiliser un mélange semi-élémentaire ou un mélange élémentaire? Là aussi, il y a de nombreuses méta-analyses qui sont parues et on sait déjà depuis 2007, il y avait une étude qui a été une méta-analyse publiée par Zakos dans la Cochrane Librairie qui avait montré que certes, il n'y avait pas d'avantage de l'un ou l'autre type de nutriments. Et on le voit encore une fois dans cette étude un peu contemporaine de l'étude de Zakos, et qui fait aussi référence et qui avait montré que certes, au début, les mélanges polymériques semblaient certainement plus efficaces, mais au final, avec le temps, on ne retrouvait pas de différence entre les différents types de nutriments, que ce soit polymériques, semi-élémentaires ou élémentaires. Par contre, il y avait un net avantage par rapport aux corticoïdes. Donc, les formules polymériques semblent être équivalentes par rapport aux formules semi-élémentaires. Elles ont la même efficacité en ce qui concerne l'induction de la rémission, la durée de la rémission, mais leur coût moindre, ainsi que leur palatabilité, c'est-à-dire leur goût, plaident en faveur des formules polymériques qui sont plus souvent recommandées, donc moins chères et de meilleur goût, et donc certainement sont mieux acceptées par les enfants. Donc, comment allons-nous initier cette nutrition entérale exclusive? Eh bien, ça va passer par plusieurs étapes. D'abord, il va falloir déterminer les besoins nutritionnels de l'enfant que l'on va traiter. Quel mode d'administration allons-nous choisir?
Quelle procédure d'administration allons-nous appliquer et qu'est-ce que nous allons surveiller? Alors, en ce qui concerne les besoins nutritionnels, on va se poser deux questions. D'abord, quels sont les besoins théoriques en énergie de notre patient? Et là, il faut savoir qu'il y a environ 138 formules qui permettent de déterminer quels sont les besoins théoriques en énergie chez un patient. Mais la formule la plus étudiée, c'est l'équation de Schofield, donc dont vous avez ici reproduit les différentes équations, que ce soit par rapport à l'âge ou au sexe du patient, et qui permettent d'estimer les besoins théoriques énergétiques. Les besoins énergétiques vont varier, théoriques vont varier selon la pathologie. On sait par exemple qu'en cas de malabsorption, on va devoir majorer ceci de plus 20% jusqu'à 50%. En théorie, on va majorer de 20% en cas de maladie de Crohn. On va déterminer aussi quels sont les besoins hydriques théoriques. Là, une formule qui est connue par tous, c'est la méthode de Holliday-Seger, qui est basée sur le poids. Et je pense que tout le monde parmi nous, dans cette assistance, sait calculer les besoins hydriques d'un patient de façon classique. Sauf qu'il y a une petite nuance, c'est que les besoins hydriques que nous calculons ne correspondent pas forcément aux besoins hydriques que va recevoir notre patient lorsqu'on lui donne une nutrition entérale, lorsqu'on lui initie une nutrition entérale. En fait, dans l'eau libre apportée, dans tout le volume liquidien qui est apporté par une nutrition entérale, seuls 85% en cas de mélange isocalorique est constitué d'eau libre. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus lentement possible. Lorsque nous utilisons par exemple une formule polymérique, le plus souvent, on va avoir recours à une formule polymérique et dite isocalorique, où 1 kilocalorie est équivalent à 1 millilitre de liquide de nutrition entérale que l'on va infuser chez le patient. Sauf que sur le volume liquidien infusé, seul 85% du volume liquidien est constitué d'eau libre, que va réellement recevoir notre patient. Donc, sur 1 litre de formule polymérique administrée au patient, ce dernier va donc bénéficier seulement de 850 millilitres d'eau libre. D'accord? Alors, ce que je vous rapporte là peut varier selon le produit qui est utilisé et donc il va falloir se reporter certainement aux mentions légales des fabricants. Mais en tout cas, on va soustraire les apports en eau libre des besoins hydriques théoriques qui avaient été estimés auparavant et compléter les besoins nutritionnels sous forme de flush additionnel. Si par exemple un patient doit recevoir 1 litre à des besoins hydriques théoriques estimés à 1 litre et que nous lui administrons 1 litre de formule polymérique, donc on va savoir que ce dernier ne reçoit finalement que 850 millilitres d'eau libre. Il va falloir compléter ces apports hydriques avec 150 millilitres que l'on apportera sous forme de flush additionnels qui vont être injectés via la sonde nasogastrique dont sera porteur l'enfant. J'espère avoir été clair. Quel mode d'administration? Alors là aussi se pose cette question. Comment allons-nous administrer la nutrition entérale? Est-ce qu'on va choisir d'administrer une nutrition entérale exclusive continue? Est-ce que celle-ci va être administrée de façon cyclique sur une ou sur toute la nuit ou sur une partie de la journée et la nuit? Ou est-ce qu'on va administrer cette nutrition entérale sous forme de bolus? Évidemment, chacune de ces méthodes a des avantages. Certes, les bolus et la nutrition intermittente sont plus respectueuses de la physiologie digestive et les apports nutritifs quotidiens sont répartis sur 24 heures, tandis que pour la nutrition entérale continue, les apports administrés le seront sur 18 à 24 heures à l'aide d'une pompe. Alors là aussi, plusieurs méta-analyses sont parues. Et il y a des études extrêmement intéressantes qui sont parues déjà au début des années 2000 et qui avaient montré un net avantage en faveur de la nutrition entérale continue par rapport à la nutrition entérale partielle. Et on voit bien ici, regardez, pour ce qui est du score d'activité de la maladie, que on va justement perdre moins 13 points lorsqu'on utilise une nutrition entérale partielle, contre 26 points lorsqu'on utilise une nutrition entérale continue totale.
Et de même que les taux de rémission vont varier. Ils seront de 42% en cas de nutrition entérale totale, donc continue, contre 15% en cas de nutrition entérale partielle. Donc, l'avantage est certainement à la nutrition entérale continue. De même, là aussi, une étude un peu plus récente avait comparé l'efficacité en termes de thérapie de traitement nutritionnel et biologique chez les enfants nord-américains qui présentaient une maladie de Crohn active. Et l'on voit très bien ici que les réponses, les taux de réponse clinique, donc les rémissions, les taux de réponse clinique étaient supérieurs en cas de nutrition entérale exclusive et continue, 88%, contre 64% en cas de nutrition entérale partielle, contre 84% en cas d'initiation d'un traitement biologique. Donc, la nutrition entérale exclusive et continue, là aussi, prend l'avantage. Quelle procédure d'administration on a utilisée? Alors, il faut savoir que lorsqu'on envisage de mettre en place une nutrition entérale, celle-ci comporte 3 phases. Une phase d'initiation où on va augmenter progressivement les apports sur 3 à 4 jours, puis une phase plateau ou une phase d'équilibre, et enfin une phase de sevrage. La phase d'initiation, en cas de nutrition entérale, on va débuter par un débit faible de 0,5 à 1 ml/kg par heure, et puis on va augmenter progressivement les apports à raison de 0,5 à 1 ml/kg par heure en fonction de la tolérance jusqu'à atteindre l'objectif nutritionnel fixé. Et là aussi, on peut s'aider de tableaux en fait, qui ont déjà été mis au point par des sociétés savantes. Là, ici, c'est la Société savante américaine de nutrition entérale pédiatrique. Et selon l'âge, on va voir le débit horaire initial varié, l'augmentation quotidienne aussi des besoins variés. Elle sera plus importante si les enfants sont petits, un peu moins importante si les enfants sont plus grands, à partir de 6 ans. Et voici quels sont les objectifs horaires en termes de nutrition entérale que l'on doit atteindre. Alors, la phase d'initiation va d'abord, avant d'augmenter, on va évaluer la tolérance digestive. S'il y a des signes d'intolérance digestive, effectivement, là, on devra arrêter temporairement 1 heure, puis reprendre au même débit, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à un état de tolérance. Et lorsque l'enfant va commencer à bien tolérer sa nutrition entérale, et il peut, dès l'initiation, bien la tolérer, on va se poser une question. Comment est-ce que nos objectifs caloriques sont atteints? Nos besoins énergétiques sont-ils atteints? S'ils le sont, on poursuit la nutrition entérale. S'ils ne le sont pas, on va, et qu'on est dans une situation de nutrition entérale inférieure à 5 jours, on va procéder effectivement à un enrichissement. On peut avoir recours donc à des nutriments polymériques hyper énergétiques, où l'on aura donc un volume des apports énergétiques de 1,5 kcal pour chaque millilitre, donc plus important qu'une formule isocalorique. Et l'on va à ce moment-là augmenter progressivement jusqu'à atteindre nos objectifs caloriques. Si on n'atteint pas, malgré cet enrichissement, nos apports, nos objectifs caloriques, on peut avoir recours à une nutrition parentérale complémentaire qui pourra être discutée, mais c'est rarement le cas. Après la phase d'équilibre, qui va, elle, durer 6 semaines, environ 6 à 8 semaines en réalité, on va aborder, et dès que l'enfant montrera des signes d'amélioration, on pourra aborder la dernière phase de la nutrition entérale, à savoir la phase de sevrage. Et puis, faire une transition vers l'alimentation péros, lorsque les apports énergétiques péros atteignent 50 à 75% des apports énergétiques totaux. À ce moment-là, on arrêtera la nutrition entérale qui sera devenue à ce moment-là nocturne. Donc, en conclusion, la nutrition entérale exclusive, certes, est un traitement sûr, efficace et simple dans le traitement de la maladie de Crohn pédiatrique. Elle va améliorer l'état nutritionnel, la croissance, induire la cicatrisation des lésions muqueuses digestives, mais nécessite des ressources de soins, de santé humaine et matérielle qu'il est indispensable de mettre en route dans nos hôpitaux et de fournir au bénéfice de nos patients. Voilà, je vous remercie.